Question sur la définition, dire d'où est-ce qu'on vient. Pourquoi est-ce que c'est si différent lorsqu'on passe d'un critère à l'autre? Il faut se dire que initialement, la première définition du diabète gestationnel visait une seule chose, c'était de trouver qui est anormal. Et donc, ils avaient eu l'idée originale de voir sur le plan statistique qui est-ce qu'on va considérer comme anormal, c'est-à-dire au-delà de deux déviations standards d'une glycémie après la GPO. Donc, c'était une définition de statisticien, on va dire ça ainsi. Et donc, l'idée initialement, c'était avec la définition de l'OMS même et toutes les définitions américaines, c'était d'identifier les femmes à risque de développer un diabète de type 2 ultérieurement. Alors que la nouvelle définition cherche les grossesses qui sont susceptibles d'être les grossesses à risque. C'est pour ça que les prévalences, selon la définition qu'on utilise, sont totalement différentes. En fait, c'est deux maladies différentes. Avant, on cherchait les femmes à risque de faire un diabète de type 2. Aujourd'hui, on cherche les grossesses à risque. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les prévalences se ressemblent. Bien sûr, s'intéresser à la grossesse, on l'a dit, la prévalence est élevée. On a dit aussi que la grossesse est un état diabétogène. Donc, je ne vais pas insister dessus. Les conséquences de l'hyperglycémie maternelle donc, durant la grossesse, là, je ne vais pas non plus insister. La collègue avant en a beaucoup parlé pour dire que finalement, si l'hyperglycémie est développée avant la conception, on a toutes les complications, y compris le risque de malformation, alors que si l'hyperglycémie se développe plus tard dans la grossesse, on a ces complications à l'exception, bien sûr, des malformations. Mais surtout, on sait quand même, depuis les années 50, il y a une hypothèse qui a été développée, qui a été appelée l'hypothèse de Pedersen, plus tard l'hypothèse de Barker, qui est en relation avec le fait que l'hyperglycémie maternelle pouvait donc s'accompagner d'un hyperinsulinisme fœtal et donc déterminer la fameuse macrosomie. Et surtout que ces enfants avaient à long terme un risque d'obésité à l'âge adulte et même de diabète. Et il y a une quinzaine d'années, nous avions montré que cela passait par une réduction de l'insulinosécrétion chez les descendants exposés au diabète maternel. Je vais rappeler donc, pour rentrer un peu dans le sujet qui nous a été confié, que une femme qui a eu un diabète gestationnel a entre 30 et 84% de risque d'en refaire au cours des grossesses suivantes, mais surtout que le diabète gestationnel est accompagné d'un risque ultérieur de développer un diabète de type 2 qui est multiplié par 7, un risque de syndrome métabolique qui est multiplié par 2 à 5, un risque de maladie cardiovasculaire qui est multiplié presque par 2, 1,7, et bien sûr, le risque cumulé au fil des années de diabète de type 2 peut être très élevé. On voit donc qu'il y a un risque de diabète de type 2 qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Il y a un risque de syndrome métabolique qui est un facteur de risque cardiovasculaire ou un conglomérat de facteurs de risque cardiovasculaire et donc une augmentation des maladies cardiovasculaires. Alors, comment comprendre cela exactement sur le plan vasculaire puisque c'est la question qui nous a été posée? Je vais également dire que hier, il y a eu une excellente conférence par les ophtalmologues que je n'ai pas besoin de refaire sur les conséquences de la grossesse, sur le risque d'aggravation d'une rétinopathie préexistante et même d'une néphropathie préexistante et que l'on sait sur le plan vasculaire que la vascularisation rétinienne est affectée par le diabète
par le diabète gestationnel avec un rétrécissement des artérioles, comme on peut le voir ici chez une femme avec un diabète un rétrécissement chez une femme avec un diabète gestationnel comparativement à celle qui n'a pas de diabète gestationnel. Donc il y a des conséquences du diabète gestationnel sur la vascularisation de la rétine qui peut se voir au cours de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe à long terme? Ce qui se passe à long terme, je vais rappeler encore ces données que j'ai montrées tout à l'heure, mais je vais m'appuyer sur l'étude qui a le mieux expliqué ce qui se passe à long terme. C'est une étude canadienne, une étude qui nous vient de Toronto, où en gros, ils ont regardé entre 1994 et 2014 ce qui s'est passé avec 1 500 000 femmes ayant bénéficié d'un diagnostic du diabète gestationnel, ayant eu un suivi ultérieur. Il leur a été ainsi possible, sur la base de ce 1,5 million de femmes, de distinguer environ 15 000 qui avaient eu un diabète gestationnel et qui ultérieurement ont fait un diabète de type 2. Ensuite, environ, je crois, 40, disons, les deux autres groupes étaient entre 40 et 49 000 femmes. Celles qui avaient fait un diabète gestationnel et n'avaient pas développé ultérieurement de diabète de type 2. Et celles qui avaient fait, donc il y a celles qui ont fait un diabète gestationnel avec diabète de type 2, un diabète gestationnel et pas de diabète de type 2, et celles qui n'ont pas fait de diabète gestationnel et ont fait un diabète de type 2, et enfin, un groupe qui n'a fait ni le diabète gestationnel, ni le diabète de type 2, qui était le plus gros groupe, c'était 1 400 000 femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan microvasculaire, la ligne du dessus représente les femmes qui ont fait un diabète gestationnel et secondairement un diabète de type 2. La ligne suivante, c'est celles qui n'ont pas fait de diabète gestationnel, mais qui ont fait un diabète de type 2. La ligne pleine ensuite, c'est celles qui ont fait un diabète gestationnel et pas de diabète de type 2. Et enfin, pas de diabète gestationnel, pas de diabète de type 2. Donc, sur le plan microvasculaire, de faire un diabète gestationnel et ultérieurement un diabète de type 2 multiplie par 4,5 le risque d'une intervention rétinienne, de vitrectomie ou de photocoagulation, alors que de ne faire que le diabète gestationnel et pas de diabète de type 2 ultérieurement, eh bien, le risque relatif est quasiment de 1, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien sur le plan microvasculaire lorsque il n'y a pas eu de diabète de type 2 après. Pareil pour l'entrée en dialyse, diabète gestationnel plus diabète de type 2, on multiplie par 7,5 le risque d'entrée en dialyse, alors que diabète gestationnel seul, eh bien, il y a on va dire, une augmentation non significative de 25%. En fait, il n'y a pas d'augmentation du tout du risque d'entrée en dialyse, pendant que le diabète de type 2 seul, multiplication par 5. Diabète de type 2, multiplication par 5. Quand on prend les infections du pied, multiplié par 4 dans ce fameux groupe-là, pas de modification diabète gestationnel seul, multiplié par 4 également, diabète de type 2 seul. Donc, pour ce qui est des complications microvasculaires, le diabète gestationnel à long terme seul ne semble pas majorer le risque ou l'aggravation des complications microvasculaires. À l'inverse, sur le plan macrovasculaire, je vais montrer d'abord les chiffres pour dire que toute maladie cardiovasculaire, le groupe GDM plus diabète de type 2, c'est multiplié par 2,8. Le groupe diabète de type 2 seul, c'est multiplié par 2. Le groupe diabète gestationnel seul, il y a une augmentation significative de 30%. La maladie coronarienne, multipliée par 3,5, multipliée par 2,5, et une augmentation significative de 41%. Donc, contrairement aux complications microvasculaires, et ça c'est la représentation graphique, cette fois-là, d'avoir un diabète gestationnel et secondairement pas de diabète de type 2,
majore le risque de complications macrovasculaires. Donc, sur la base des données canadiennes où on a un suivi de 10 ans, chez 1,5 million de femmes, on peut dire que sur le plan microvasculaire, le diabète gestationnel seul, sans diabète de type 2 ultérieur, n'aggrave rien, alors que sur le plan macrovasculaire, c'est clairement associé à une majoration du risque chez les femmes. Et donc, je vais pouvoir passer aux implications pour la prise en charge, et sans plus revenir sur la question du fardeau du diabète gestationnel qui a donc été couverte, pour dire, en reprenant ce qui a déjà été dit hier, qu'avant la grossesse, il y a un besoin de contrôler et d'avoir et le contrôle métabolique et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, une éducation appropriée, un screening pour les complications microvasculaires et macrovasculaires, notamment rétiniens, avec traitement si nécessaire. Au cours de la grossesse, un suivi fréquent avec évaluation ophtalmologique trimestrielle et traitement si nécessaire. Et après la grossesse, désormais, c'est clair que sur le plan microvasculaire, c'est extrêmement important de diagnostiquer et de prévenir le diabète de type 2. Et sur le plan macrovasculaire, de monitorer tous les autres facteurs de progression, les facteurs de risque métabolique, compte tenu de ce que le diabète gestationnel est désormais un facteur de risque de complications, de majoration du risque de complications macrovasculaires. Et je pourrais donc conclure en disant que nos messages clés, c'est que les populations africaines et de la région MENA sont des populations à haut risque. On a montré 24% à Marrakech, nous avons trouvé 16% au Cameroun. Les complications microvasculaires sont liées à l'effet que peut avoir la grossesse sur la vascularisation rétinienne, qu'il y a une augmentation du risque à long terme de diabète de type 2, de syndrome métabolique des maladies cardiovasculaires, avec une augmentation du risque macrovasculaire, notamment lié au diabète gestationnel seul, et qu'enfin, tout ceci a des implications pour la prise en charge, notamment la surveillance au cours, avant, pendant et après la grossesse. Je vous remercie. Merci, M.